suis pur produit du private equity puisque je suis entré dans la classe d'actifs tout jeune en 1990. Notre expert, Éric de Montgolfier, directeur général d'Invest Europe. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes, on va dire, la voix institutionnelle du capital investissement en Europe. Quel est le rôle d'Invest Europe? Qui est-ce que vous représentez, surtout auprès de quels interlocuteurs? Invest Europe, donc, c'est l'association qui représente les fonds de private equity, les fonds de venture capital et les fonds d'infrastructure, ainsi que leurs investisseurs. Les investisseurs, vous l'avez compris, ce sont les investisseurs institutionnels, que ce soit les fonds de pension, les caisses de retraite, les instituts de prévoyance, les assureurs, les fonds souverains, les fonds de fonds, un certain nombre d'autres investisseurs, notamment personnes physiques plus fortunées, qui investissent dans la classe d'actifs. Et au sein d'Invest Europe, on a 2/3 de gestionnaires de fonds de PI et de venture capital et un tiers d'investisseurs institutionnels. Ouais. On va parler exactement de ce que vous faites, mais d'abord votre parcours. Comment on arrive à la tête d'Invest Europe? Je suis un pur produit du private equity puisque je suis entré dans la classe d'actifs tout jeune en 1990. J'ai eu un parcours de 30 années d'investisseur avant de prendre le rôle de CEO d'Invest Europe. Et au cours de ces 30 années, j'ai eu l'occasion de cofonder, de co-gérer des fonds d'investissement à 2 reprises, sous 2 enseignes différentes. Et j'ai présidé également une société d'investissement européenne pour la partie française, cotée en bourse, qui investit également en private equity. Donc, je ne peux pas dire que j'ai eu un parcours qui ne soit pas cohérent dans la durée. Homogène. Ouais. En tout cas, ça confirme qu'on n'arrive pas dans ce métier par hasard. Il faut quand même une certaine dose d'expérience pour pouvoir naviguer dans le milieu du private equity. Vous me le confirmez? Bien sûr, c'est la raison pour laquelle j'ai été choisi pour prendre effectivement ce rôle de directeur général d'Invest Europe. C'est important d'avoir une voix, je dirais, de professionnels quand on s'adresse à la fois à des autorités politiques comme les 3 institutions avec lesquelles on travaille en Europe, le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil européen des États membres, mais également les régulateurs. Donc c'est important d'avoir la possibilité de porter cette voix-là. Alors ce n'est pas simplement une question de profil personnel, c'est aussi la représentation d'un métier qui aujourd'hui représente 1 000 milliards d'actifs sous gestion en Europe uniquement, qui investit 100 milliards minimum par an dans les entreprises européennes, ce qui représente 4 500, 5 000, 6 000 entreprises par an, en fonction des années. Quelles sont les actions que vous avez menées pour renforcer l'attractivité du private equity en Europe? Je crois qu'il y a 3 choses qu'on fait de manière claire. La première, c'est qu'on fait un travail d'éducation, d'explication, de promotion de la classe d'actifs auprès des différents publics auxquels on s'adresse, que ce soit les politiques, effectivement les techniciens du droit européen, les publics plus variés que sont les médias et le grand public, de manière à faire comprendre que cette classe d'actifs, qui n'est pas si jeune que ça, puisque Frédéric l'a rappelé, elle a 60 ans, a des attractivités extraordinaires pour un investisseur institutionnel ou personne physique. Alors on va essayer de ne pas être trop technique, mais vous avez notamment milité pour une révision de la directive AIFM. Elle s'applique aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. Vous continuez de militer? Alors, pour tout vous dire, on n'a pas milité pour ce changement. On aurait été ravis que rien ne change. Parce que c'est toujours pareil, on aime la stabilité à la fois juridique et fiscale dans notre industrie. C'est un élément important pour pouvoir opérer à travers les géographies au niveau européen sans trop de changements. Donc il se trouve simplement que dans la manière dont fonctionne l'Europe, eh bien, il y a une révision tous les 10 ans des directives qui ont été mises en place. Et vous êtes obligé de vous saisir de ce genre de dossier. Et notre message, ça a été de dire il ne faut rien changer pour nous permettre d'opérer de manière correcte. Et on a la satisfaction de constater qu'on a obtenu gain de cause. On parlait il y a quelques minutes avec Dimitri des idées reçues sur le private equity, notamment en termes d'impact sur l'emploi. Est-ce que ça fait également partie de votre feuille de route, d'expliquer, de démystifier parfois, d'évangéliser peut-être? Bien sûr. Et pour ce faire, la meilleure manière de le faire, ce n'est pas d'échanger des opinions contre des gens qui ont des opinions différentes, c'est d'avoir des datas. C'est finalement d'asseoir cette crédibilité de la classe d'actifs sur des données. Et ces données, Invest Europe, avec ses partenaires, notamment France Invest en France, mais beaucoup d'autres associations nationales au plan européen, contribuent à une coopérative qui collecte des datas auprès des gestionnaires de fonds d'investissement, de manière à avoir une vision très précise
vintage par vintage, du niveau de fundraising qui est réalisé, des investissements, des désinvestissements, de la création d'emplois, comme l'a rappelé Dimitri, ainsi que l'emploi que nous avons en Europe, mais également des critères également ESG que nous collectons depuis quelques années auprès de nos membres, de manière à expliquer de manière très transparente, je dirais, à la fois nos performances économiques et financières, mais également notre contribution sociétale qui impacte l'Europe, ses communautés et ses citoyens. Alors justement, avec tous ces chiffres en main, et Frédéric Stollart en parlait tout à l'heure, comment est-ce que vous expliquez, vous, la surperformance du private equity par rapport au marché coté? Alors d'abord, il faut la mesurer, elle est intéressante parce qu'on a des datas en termes de performance qui remontent à plus de 30 ans pour la partie private equity, à plus de 25 ans pour la partie growth capital. Et ça donne des résultats qui sont assez impressionnants puisque la surperformance de notre classe d'actifs est de 900 points de base par an comparé au MSCI Europe qui est évidemment l'index de référence contre lequel on se... Et en growth, on a 600 points de base. Donc, si vous voulez, on est en train de parler d'une surperformance considérable voilà, au niveau annuel. Et les chiffres de 15 à 30% évoqués par Frédéric un peu plus tôt de performance annuelle sur le top quartile se retrouvent en moyenne plutôt aux alentours de 14,5-15% sur très longue période, 25-30 ans, ce qui est une performance déjà très significative par rapport au marché coté. Quel est le taux d'équipement en private equity des institutions sophistiquées que vous représentez en pourcentage de leurs actifs sous gestion? Pas assez, de notre point de vue. On pense que dans une classe d'actifs qui est aussi performante, les institutionnels devraient y rentrer de manière plus marquée, tout simplement parce que la performance qu'on génère leur permet d'apporter une meilleure performance aux retraités qu'ils représentent ou naturellement aux épargnants dont ils assurent la gestion de l'épargne. Et on pense qu'il est important de l'augmenter. Mais on peut le regarder différemment. On peut se dire, 2023, il y a eu de mémoire 133 milliards qui ont été levés en Europe pour le private equity et le venture capital, qui finalement a investi dans la classe d'actifs. Alors 24%, ce sont les fonds de pension, les caisses de retraite. Ouais. 12% ce sont les plus gros, qui sont les plus gros pourvoyeurs de capital effectivement de notre industrie aujourd'hui. 12% les fonds souverains, qui ont un impact important également en termes d'accompagnement, pour des raisons souvent de souveraineté, évidemment. Et puis, le troisième gros provider, c'est les fonds de fonds, qui représentent évidemment 12%. Et puis ensuite, les compagnies d'assurance, les family office, les high net worth individuals contribuent à hauteur de 7-8% pour compléter et arriver aux 100% de fonds levés. L'ouverture au retail, comment est-ce que vous l'analysez? Comment est-ce que vous le regardez? Écoutez, c'est à la fois une opportunité majeure de développement, on pense, de la classe d'actifs, parce qu'il y a un réservoir considérable, effectivement, d'argent qui aujourd'hui n'est pas investi dans l'économie réelle. On pense qu'on est le seul vrai vecteur qui permette de choisir les bonnes entreprises, accompagnées pour leur permettre d'assurer leur transition à la fois digitale, leur transition climatique et l'accélération de leur potentiel de croissance, d'une part. Mais on pense également que pendant très longtemps, cette classe d'actifs n'a été disponible que pour les investisseurs institutionnels et qu'il nous paraît normal, en adaptant un petit peu notre mode opératoire, de permettre aux personnes physiques d'avoir un accès, aux épargnants, d'avoir un accès à cette classe d'actifs très performante. Forme de démocratisation. Merci beaucoup Éric de Montgolfier, directeur général d'Invest Europe. On va maintenant rejoindre les autres experts pour répondre aux questions du public. Merci.